Tranche de couple, La vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max. saison 4. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume, et Max et on vous souhaite la bienvenue dans ce 14e épisode de la saison 4 de Tranche de couple. Épisode qu'on a choisi d'intituler santé, sobriété. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. Et on se retrouve aussi entre-temps sur notre page Facebook et notre compte Twitter quand on a le temps de tweeter des choses, mais on essaye toujours de tenir nos promesses. Toujours, notre nom, c'est Tranche, le chiffre de couple, comme le nom du podcast, ou par mail sur tranche, le chiffre de couple@gmail.com. Enfin, n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu. Comme d'hab, on revient là-dessus à la fin de l'épisode. On commence tout de suite par notre rubrique Actu. Et Guillaume, c'est toi qui nous fais un petit point sur la guerre en Ukraine. Absolument, triste anniversaire que celui du début de la guerre, pas du début, mais des 1 an de la guerre en Ukraine, du lancement de cette guerre d'agression par la Russie en février l'année dernière. C'est l'occasion cependant de faire le point sur le conflit et d'essayer de comprendre ce qui pourrait se passer dans les mois qui viennent. On est donc sur une guerre qui dure beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu par les génies du Kremlin et de l'armée russe et leurs 3 jours promis d'opération militaire spéciale, SIC, c'est comme ça qu'ils avaient appelé ça et qu'ils appellent toujours ça aujourd'hui. Ce n'est pas une guerre selon la rhétorique du Kremlin, on le rappelle, et évidemment beaucoup plus longtemps que ces 3 jours prévus. On est là donc sur 1 an et on est dans un conflit, on le verra après, qui va probablement durer encore. La place n'est clairement pas, en tout cas à ce jour, à la négociation. Personne n'en a envie. Tout le monde prétend, surtout les Russes en fait, prétendent qu'ils sont ouverts, mais en réalité, les Ukrainiens ne sont pas ouverts à la base de négociation même. Pour les Ukrainiens, il s'agit de ne perdre aucun des territoires, ni la Crimée, ni les 2 régions du Donbass. Pour les Russes, il s'agit que les Ukrainiens reconnaissent que ces territoires appartiennent désormais à la Russie. Autant dire que pour l'instant, on est globalement dans l'impasse. Et on est dans un rapport de force et donc la question, ce sera qui pourra tenir le plus longtemps. La Russie paraît isolée, mais dispose du soutien implicite et peut-être aussi du soutien matériel, en tout cas non pas diplomatique, mais peut-être aussi matériel, même si ça n'a pas été confirmé par d'autres sources que par certaines sources de renseignement américains, de la Chine et ouvertement, officiellement, de l'Iran, qui est un grand fournisseur de drones. Ainsi que de l'héritage de l'URSS, d'une armée pléthorique et de chars à canon en quantité bien supérieure à celle de l'Ukraine. Puisque une guerre qui dure, une guerre qui est des tranchées, une guerre de position, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une guerre aussi où on perd malheureusement énormément d'hommes. Alors les Russes ont déployé des trésors de créativité en allant chercher, faisant des propositions pour trouver des hommes dans les prisons, pour recruter des gens des hommes dans des régions souvent reculées de la Russie, en les attirant avec des soldes inférieurs, très, très basses, mais néanmoins supérieurs à ce qu'ils pourraient toucher dans leur région. L'Ukraine dispose de moins de forces humaines. Elle essaye donc d'engager un rapport différent, un rapport plus matériel. Elle dispose de l'aide de l'Occident, où les pays qui la soutiennent se sont engagés à verser au moins en tout 138,53 milliards d'euros d'aide militaire, financière ou humanitaire, tout confondu, selon l'Institut Kiel, repris dans un article très complet qu'on vous partagera des décodeurs du Monde. Alors, selon l'ancien diplomate Gérard Haro, dans un article du Point, 3 scénarios se dessinent aujourd'hui. Un premier scénario, c'est une percée décisive de la Russie qui mettrait en danger la stabilité du front et provoquerait l'effondrement de l'armée et peut-être du régime ukrainien. Le deuxième scénario, c'est un succès décisif côté ukrainien, cette fois-ci plus décisif encore que la reprise de près de 20% des terres en quelques semaines, des terres qui avaient été envahies par la Russie à la fin de l'été 2022, qui mettrait l'armée russe en déroute. Ou troisième scénario, une guerre de position telle qu'elle existe finalement, telle qu'elle se matérialise aujourd'hui, longue et coûteuse tant pour les belligérants que pour leurs alliés officiels ou officieux respectifs. Pour l'instant, on est donc plutôt sur une guerre de position. L'attention des Occidentaux est concentrée sur la reprise probable maintenant de la ville charnière de Bakhmout par l'armée russe et les membres de l'unité paramilitaire Wagner. Mais les observateurs s'accordent à dire que ce serait un succès extrêmement limité en termes d'impact réel, de sa portée militaire réelle. Ce serait cependant le premier succès russe depuis la fin du printemps 2022, et donc il y aurait une certaine incidence psychologique de chaque côté si jamais cela se confirmait.
Et clairement, Vladimir Poutine pourrait jouer là-dessus pour dire que la Russie a remporté un succès évidemment décisif. Majeur, évidemment. Ce qui va se jouer dans les semaines et les mois qui... Alors que, quand on dit majeur, on parle ici de reprendre quelques mètres, on parle, les armées reprennent mètre carré par mètre carré. On est vraiment sur des toutes petites reprises en termes territoriels, mais qui prennent un temps fou. C'est vraiment le principe de la guerre de position. Chacun essaye de grignoter au maximum. Ce que ça nous montre aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain équilibre, en tout cas entre les forces qui sont engagées, malgré l'engagement d'énormément de forces humaines, notamment par les Russes. Les Ukrainiens, grâce à quelques livraisons d'armes qui ont déjà pu avoir lieu par leurs alliés occidentaux, peuvent eux aussi tenir, malgré leur faiblesse apparente en termes de nombre d'hommes. Ce qui va se jouer dans les semaines et les mois qui viennent, ce sera donc l'augmentation de l'efficacité et de la quantité des livraisons d'armes défensives à l'Ukraine par ses alliés. Il y a en ce moment des négociations, notamment au sein de l'Union européenne, pour coordonner un peu tout ça et mettre en place un schéma cohérent pour l'aide militaire, en tout cas à l'Ukraine. Autre chose, l'impact à moyen terme des sanctions sur les Russes, notamment sur les composants électroniques qui leur sont imposés, car pour l'instant, les sanctions qui ont été prises ont un effet extrêmement limité, voire quasiment inexistant. La Russie a réussi à s'en sortir, notamment économiquement, grâce à il faut le dire, une très bonne gestion de la Banque centrale russe, qui a empêché le rouble de se dévaluer et a limité son inflation à 2,2% au lieu des 8%. Pardon, pas son inflation, sa récession à 2,2% au lieu des 8% qui étaient envisagés au début. Et puis la troisième chose qui pourrait avoir un impact, c'est évidemment des événements inattendus qui pourraient bouleverser la donne. Un changement de régime d'un côté ou de l'autre, une catastrophe de type par exemple nucléaire. Je ne parle pas ici d'une guerre nucléaire, mais vraiment une catastrophe. On sait qu'il y a plusieurs centrales nucléaires, notamment la centrale de Zaporizhia, qui sont au centre du conflit et qui sont utilisées aujourd'hui sous contrôle russe comme base arrière militaire, avec plus de 1000 soldats qui seraient stationnés, notamment à Zaporizhia. Clairement, les Ukrainiens ne sont pas sortis d'affaire, la Russie non plus, mais la guerre se joue à une échelle bien plus grande, avec notamment en toile de fond les tensions accrues entre la Chine et les États-Unis. Petit rappel sur l'épisode du ballon espion, le gros drama autour de ce ballon espion et l'apparition d'une repolarisation du monde par rapport à la mondialisation qu'on avait jusqu'à maintenant, entre d'un côté la Chine et la Russie, de l'autre les USA, l'Union européenne et puis quelques alliés, l'Australie, le Japon par exemple. Et puis un troisième pôle qui ne prend pas position ouvertement, mais qui cherche à tirer le meilleur profit de la situation, essentiellement constituée des pays du Sud, l'Inde, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Affaire à suivre donc, en espérant une issue à cette guerre qui, comme toutes les guerres, ne bénéficie en réalité à personne d'autre qu'aux marchands d'armes et en tout cas certainement pas à l'humanité. Merci beaucoup, Guillaume. Voilà, c'est sûr que c'est un conflit qui dure avec beaucoup de morts et que, comme on le sait, en fait, on est la période, là, pour l'instant, d'hiver. Il va y avoir... il y a la Rasputitsa qui va arriver. Une Rasputitsa. Vous vous souvenez de la Rasputitsa, c'était le sujet favori de Max l'année dernière. Exactement. Vous savez, c'est quand finalement les sols se réchauffent, donc ça devient tout boueux. Et puis ensuite, ça se restabilise à nouveau. Et c'est là où on s'attend au printemps à avoir une nouvelle offensive assez forte. Voilà. Max, à toi, tu vas nous parler d'un sujet qui n'est pas le même, mais qui est un sujet santé et sobriété, puisqu'on parle l'Union européenne avait cherché à faire passer la fin de la voiture thermique pour 2035, sauf que... Et oui, il y a eu un volte-face de dernière minute. Alors, devinez de qui? On s'y attend pas du tout. Alors, je reviens Spoiler en alert. arrière. En février, s'est conclu le trilogue. Alors, vous vous souvenez, trilogue, on vous avait expliqué, c'est quand la Commission et le Parlement... Le suspense. Exactement. Quand la Commission, qui représente qui a fait la proposition initiale d'un acte législatif, le Parlement européen et le Conseil, donc c'est toujours la présidence du Conseil qui négocie au nom des États membres, se sont mis d'accord pour mettre fin à la vente de voitures et de camionnettes thermiques neuves à partir de 2035. Ça, je suis sûr que vous en avez entendu parler. L'enjeu de cet accord historique, c'était de réduire drastiquement les émissions de CO2 des véhicules pour arrêter finalement
les émissions de CO2 de véhicules neufs, et puis progressivement, au fur et à mesure que les voitures partent à la casse, diminuer pour arriver à zéro. Alors pourquoi est-ce que c'était important ? Parce que l'automobile représente aujourd'hui environ 15% des émissions de CO2 du continent, et les États membres se sont mis d'accord sur un objectif qui est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 par rapport à 1990 pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc ça, c'est la manière de parvenir aux accords de Paris. Donc c'est, à l'échelle de l'Union européenne, assez significatif. Donc la présidence suédoise, qui négocie au nom des États membres, et le Parlement se sont donc mis d'accord mi-février sur un texte, mais formellement, il fallait ensuite que le texte soit approuvé par la plénière du Parlement européen et puis par le Conseil européen. Parce que forcément, dans ces trilogues, il y a des ajustements qui sont faits, donc chacun vérifie un petit peu avec les États membres pour le Conseil, la présidence, et avec les principaux protagonistes du Parlement, que les équilibres, en gros le compromis peut aller. On a eu cet accord, et donc il fallait que les deux formellement valident. Le Parlement européen a formellement voté le 14 février sur ce texte, et puis il était prévu que la semaine prochaine, le Conseil formellement valide ce texte. Alors il faut savoir que tous les États membres n'étaient pas enthousiastes sur le texte, parce que un certain nombre craignaient l'impact sur l'industrie automobile thermique. L'Italie avait, dès le départ, s'était opposée à cette décision de 2035, la Pologne également, et la Bulgarie avait dit qu'elle allait s'abstenir. Alors vous le savez, on vous a expliqué, deuxième petit rappel, le processus décisionnel de l'Union européenne au niveau des États membres, c'est la règle de la majorité qualifiée, qui est nécessaire pour qu'un texte soit adopté. Donc il faut que 55% des États, représentant au moins 65% de la population de l'Union européenne, votent favorablement. L'objectif de rajouter non pas seulement une majorité d'États membres, mais aussi une proportionnalité d'habitants, c'est pour éviter que des textes soient bloqués parce que des tout petits pays s'opposent à un texte. On en a déjà parlé. On en parlera sans doute. Opposition et abstention, finalement, sont comptés ne comptent pas dans cette majorité qualifiée, dans les 55% et les 65%. Et donc, en général, si on s'abstient ou si on s'oppose, on peut constituer ce qu'on appelle une minorité de blocage. Si, du coup, on est suffisamment important pour empêcher que les 55% et les 65% soient réunis. Or, les trois pays que j'ai cités, ensemble, ils n'avaient pas cette minorité de blocage. Donc, le Conseil des ministres européens devait, cette semaine, mardi, entériner le texte. L'Allemagne, voilà le moment de vérité, l'Allemagne avait exprimé des doutes sur cette décision, jugeant que l'échéance de 2035, c'était trop rapide. Cette décision et cette échéance irréversible pouvait avoir des effets néfastes parce que forcément l'industrie automobile, qui est basée quand même sur le développement de moteurs thermiques, c'était compliqué. Donc elle avait demandé en particulier à la Commission européenne de prévoir la possibilité de continuer à utiliser des moteurs à combustion après 2035 si d'ici là des carburants synthétiques et non pas fossiles pouvaient être disponibles. Le texte avait du coup inclus une possibilité d'autoriser à l'avenir des technologies alternatives sans émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on revient quand même, c'était ça l'objectif au départ, mais l'Allemagne a jugé que, en gros, malgré cette possibilité, il fallait que la Commission propose une législation supplémentaire pour encourager le développement de ces carburants de synthèse. L'enjeu pour eux, bien sûr, c'est de permettre la prolongation de l'utilisation des moteurs thermiques qui représentent de nombreux emplois en Allemagne et plus largement en Europe. Donc, l'Allemagne ayant annoncé qu'elle n'accorderait pas pour l'instant son soutien au texte, la majorité qualifiée ne peut plus être atteinte et par conséquent, l'adoption du texte est repoussée. Donc, on vous l'avait bien dit, il faut vraiment, quand on vous dit que l'Union européenne, les décisions se prennent en dehors de la volonté des États membres, vous voyez bien, avec un cas très concret, que c'est bien les États membres qui restent ceux qui décident en dernier recours. Alors, l'eurodéputée Karima Delli, qui est présidente... L'eurodéputée Karima Delli, qui est présidente de la commission transport au Parlement européen, a dénoncé du coup ce volte-face alors que le Conseil avait donné son accord sur ce texte lors du trilogue.
ce qui avait ensuite conduit le Parlement européen à voter sur le texte en plénière le 14 février. Elle dénonce du coup une influence des lobbies sur le processus de décision européen, et elle indique son incompréhension parce que les industriels européens, eux, ils ont déjà tous anticipé cette décision en annonçant qu'ils basculeraient dans le 100% électrique dès 2030. Forcément, ils ne veulent pas se retrouver à continuer à faire des investissements dans les moteurs thermiques, dans des nouvelles voitures, jusqu'à 2035. Parce que s'ils n'arrivent pas à tout vendre, du coup, ils se retrouvent avec des stocks qui seront invendables en Europe. Et au vu des investissements massifs qu'ils vont devoir faire pour se tourner vers la voiture électrique, ils avaient aussi demandé à ce que, en gros, on prenne une décision une fois pour toutes, parce qu'à un moment donné, l'Allemagne, mais aussi la France, avait commencé à dire « Ah, mais peut-être qu'on pourrait réviser, on pourrait se donner une espèce de clause de revoyure en 2028 ». Et donc, les industriels avaient dit « Non, nous, on a besoin d'avoir un cadre stable, parce que si on commence à engager des investissements massifs, on ne veut pas avoir ensuite à finalement avoir une incertitude qui fasse que ces investissements ne soient pas rentables, qu'on doive continuer à investir dans la voiture thermique, alors qu'en même temps, on nous demande de faire un effort considérable pour la voiture électrique. Affaire donc à suivre, mais c'est quand même un signal qui est un petit peu mauvais. Je ne vais pas du tout mettre ça en lien, mais on a pu voir qu'il y a aussi des problématiques de politique. Ça va mettre quand même en difficulté Ursula von der Leyen, parce que le Green Deal, c'est très important. Il se trouve aussi que Ursula von der Leyen, elle est mise en minorité, ou en tout cas le Parlement, le EPP, donc le mouvement conservateur européen, European People's Party, voilà, qui, vous le souvenez, n'avait pas pu avoir son candidat à la tête de la Commission européenne, Manfred Weber, et c'était Ursula von der Leyen qui avait été imposée pour prendre la tête de la Commission européenne. Aujourd'hui, elle se trouve un petit peu en difficulté parce que à l'approche des prochaines élections européennes, on aura l'occasion d'y revenir, ce parti, qui est un des deux principaux partis au niveau de l'Union européenne, souhaite en fait imposer un autre candidat que Ursula von der Leyen pour la prochaine commission. Voilà, on y reviendra, c'est un petit sujet, un petit teaser sur un sujet futur. Merci Max. Alors, une rubrique Belgitude aujourd'hui en toute sobriété, puisqu'on va vous parler eau, on va vous parler même eau minérale et on va vous parler restaurant. Vous voyez où je veux en venir. Ah, tu veux dire water, eau. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui connaissent la Belgique, vous savez aussi que l'eau dans les restaurants est payante. Que vous souhaitiez de l'eau plate ou de l'eau pétillante, vous devrez payer votre bouteille d'une marque bien connue qui commence par un S, qui finit par un A ou par une autre marque dont j'ai oublié le nom. Et donc en Belgique, on ne dit pas une carafe, mais une bouteille, de préférence payante et cher payée, comme nous le rappellent des articles, notamment dans Le Monde et dans La Libre Belgique. Le sujet est de nouveau sur la table, puisque en 2019, le gouvernement wallon, alors on ne rappellera pas le millefeuille et la répartition institutionnelle de la Belgique, mais bref, ce gouvernement avait proposé d'imposer l'eau gratuite, la carafe d'eau gratuite aux restaurateurs de la région. Finalement, rétropédalage, il ne compte pas honorer sa promesse, nous révèle La Libre. Alors ils expliquent qu'à l'époque, l'idée était de démocratiser l'accès à l'eau. Mais qu'aujourd'hui, dans un contexte difficile, on ne veut pas imposer cet élément de contrainte pour les restaurants et les cafés. Explique-t-il. Et il n'exclut pas non plus que ça revienne à l'ordre du jour. Ce qu'il faut savoir derrière, c'est qu'une bouteille d'eau, qui est souvent achetée autour de 80 centimes par les restaurateurs, aux plates ou aux pétillantes, peut être revendue 1, 2, 5, 10 fois plus cher dans les restaurants. Alors, c'est naturellement un problème pour les restaurateurs qui, si l'eau devenait gratuite, comme c'est le cas aujourd'hui en France, au Royaume-Uni, dans certaines régions en Allemagne, en Italie aussi, je crois, perdraient du coup une partie de leur chiffre d'affaires. C'est aussi un problème pour les producteurs d'eau qui perdraient également une partie du chiffre d'affaires estimé à environ 30% pour les restaurants et les cafés. Cependant, cette idée de rendre l'eau gratuite, en tout cas l'eau du robinet gratuite, dans les restaurants a du sens, puisque ça permettrait d'une part d'économiser, alors certes, il faudrait aider l'industrie de production de minéral en bouteille, mais de limiter les gaspillages et les bouteilles d'eau vendues. On rappelle que l'eau vendue en bouteille par rapport à l'eau du robinet est parfois 100 fois plus chère au litre.
Et puis, ça permettrait également aux gens de se concentrer quand ils vont au restaurant sur qu'est-ce qu'ils veulent manger et de ne pas forcément s'attarder sur qu'est-ce qu'ils veulent boire, en tout cas sur l'addition, et donc de faire augmenter l'addition alimentaire, disons, laissée dans les restaurants. C'est un débat ouvert, c'est une grande question en Belgique, c'est une question sensible, vous l'aurez compris. Et ça encourage en plus la consommation d'alcool parce que quitte à payer ta boisson, du coup... Oui, c'est ça. Quitte à payer ta boisson, tu vas te payer une bouteille d'eau plutôt que de payer une bière, par exemple. Voilà, ça fait partie d'un tout. L'inverse. Quoi ? Tu vas plutôt te payer une bière plutôt qu'une bouteille d'eau. Oui, c'est ça, absolument. Voilà, c'était un petit retour sur la carafe belge payante. Qui a failli devenir gratuite et qui donc N'est pas ne gratuite. le deviendra pas. À faire, à suivre, en tout cas, sobriété, buvez de l'eau. Voilà, 1,5 litre par jour minimum. On passe du coup sans transition à un sujet, donc à notre Santé, rubrique, sobriété. à notre rubrique vie de couple, santé, sobriété, et du coup, sans surprise, on va vous parler de notre expérience de la tournée minérale, qui bien sûr n'a pas le même nom que Dry January. Dry January, mais qui Janvier globalement sec. veut dire la même chose, s'abstenir de consommer des boissons alcoolisées pendant un mois. Sauf que les Belges sont vachement plus malins. Exactement, parce que vous aurez bien compris qu'au mois de janvier, il y a 31 jours, alors qu'au mois de février, il n'y en a que 28, voire 29 quand c'est une année bissextile. Donc on a gagné 2 jours sur notre tournée minérale. On avait déjà fait l'expérience il y a 2 ans. Non, il y a 4 ans, pardon, en 2019. Avant le Covid. Ils doivent se dire, c'est des gros alcoolos, pourquoi ont-ils besoin de faire une tournée minérale ? Mais non, même pas, mais je ne sais pas pourquoi. On a décidé ça sur un coin de table un matin au petit-déj. Il faut se méfier des conneries qu'on peut sortir au petit-déj le matin. Méfiez-vous. Il y a quelques épisodes en arrière, je vous rappelais que moi, il ne fallait pas me parler au petit-déj. Voilà, on y arrive. Il ne fallait pas me parler au petit-déj. Il ne faut pas me faire des propositions de ce type non plus parce que je risque de dire oui. Et donc là, je pense que genre le 30 ou voire le 31 janvier, on a dit bon, on le fait ou on le fait pas ? Ok, on essaye. Au global, on n'avait rien de prévu de trop social. Il n'y a que 2-3 jours où c'était un peu social et où du coup c'était un peu bizarre. J'ai découvert la bière sans alcool en Angleterre, c'est pas si mauvais. Hein. Bon, c'est ça, voilà, mais. En plus, il faut quand même dire qu'on a respecté cette année, on n'a même pas bu de cidre, parce que je crois que la dernière fois. Il y a 4 ans, on s'était accordé un peu de cidre une fois de temps en temps, mais c'est triché. Là, on n'a pas triché. Et du coup, on a quand même fait une raclette quand même sans alcool. Et ça, c'était triste quand même. Un peu, faut dire. La raclette est très bonne. Hein. Bon fromage, bonne charcuterie. Oui, c'est aussi la période des raclettes d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, on n'en a pas fait beaucoup. Il nous en reste. Non, ouais. Et on pourrait pas fait de fondue non plus beaucoup. Ah, on a de quoi faire de la Ligo aussi. Pardon, on vous raconte notre vie, mais bon, c'est alors voilà, on fait ce qu'on veut. C'est le côté épicurien de Guillaume et Max. Surtout le côté local. Venez nous voir. On a des bonnes petites choses. On a aussi notre noix de jambon qu'il faut qu'on termine. Enfin, bon. Oui, parce qu'on risque de retourner du coup en Auvergne cet été, alors ça serait dommage de pas au bout d'un an et demi, ce serait bien que la noix de jambon elle soit terminée quand même aussi. C'est pas faux. Elle est salée et elle est excellente. Elle est excellente. Elle fond dans la bouche maintenant. Voilà, ça vous donne envie de venir nous voir. Et en plus, on a un frigo à vin qui est plein. Donc venez nous voir. Venez nous voir. Enfin, si vous arrivez à trouver un petit créneau avec nous, parce que on continue à être assez chargé quand même dans les vous pouvez venir nous voir. Vous me verrez pas beaucoup moi parce que je bosse pas mal le week-end, mais Max il sera content d'avoir de la compagnie du coup. Hein. Il veut pas de chat, et du coup il n'y a pas de compagnie le week-end. Oh my goodness. Alors deuxième petit sujet vie de couple. C'est simple. Drag Race arrive en Belgique. Is back. Et Drag Race a commencé sa première édition. Première saison en Belgique. Guillaume, tu nous rappelles Drag Race du coup rapidement ? Je crois qu'on en a déjà parlé. On en a déjà parlé, il me semble. Le concept de Drag Race, c'est donc une compétition de drag queen avec en général une drag queen. Queen en présidente de jury et puis une dizaine de drag queens locales
belges en l'occurrence, qui sont en compétition. Elles doivent réagir vite sur des thématiques, faire une petite vidéo par exemple sur un sujet imposé. Un des premiers épisodes, c'était les légumes, donc il y en a qui sont tombés, ou c'était les spécialités belges, il y en a qui sont tombés sur la gaufre, ok, fine. Il y en a qui sont tombés sur le chicon, sur l'endive. Alors là, va faire une vidéo sur l'endive, mais voilà, c'est des choses un peu, des moments un peu créatifs. Il y a aussi un passage sur le podium où elles doivent défiler sur une thématique. Je crois que la thématique la dernière fois c'était noir, jaune, rouge, les couleurs du drapeau belge, la thématique d'un des premiers épisodes. Voilà, c'est une bonne soirée, ça dure 1 heure, c'est un chouette format. Ça permet aussi de faire découvrir cet art du drag queen que on connaissait mal avant que Drag Race arrive en France, qu'on connaît du coup maintenant un peu mieux. Et puis, ce que je trouve tout à fait touchant, parce que ça fait partie du concept aussi, c'est que du coup, on l'a vu dans la saison française, ces performeurs nous racontent aussi un peu l'envers du décor et souvent il y a eu des histoires un petit peu cabossées, des difficultés, des challenges. Il y a un des artistes qui nous racontait que il avait été globalement mis dehors, ou en tout cas qu'il n'était plus en contact avec sa famille depuis une dizaine d'années ou 15 ans. Et voilà, c'est aussi des réalités touchantes, et je trouve que au-delà de nous divertir, c'est bien aussi que ce genre de programme mettre en lumière des sujets importants d'actualité. Et on l'avait déjà vu dans la saison française aussi. Dernière rubrique, Max, santé, sobriété. La santé, ça passe aussi par le vélo. Et alors, tu vas revenir sur un drame typiquement belge suite au retrait d'une place de taxi sur la place Flaget, donc juste à côté de chez nous. Ça nous touche tout particulièrement au quotidien. Un drame absolu. On ne les a pas. On est passé quand même de la guerre en Ukraine au drame de la place de taxi, place Flaget, sans transition. Exactement. Paf. Bon, alors, je vais peut-être vous donner un petit peu de background avant d'arriver à la place de taxi. Effectivement, la région bruxelloise, dans le cadre de son plan Good Move, qui vise à favoriser l'immobilité douce et la réduction de la place de la voiture en ville, a mis en œuvre un certain nombre de mesures. Et après l'installation de pistes cyclables, de voies cyclables, d'une zone 30 sur l'intégralité de la capitale de Bruxelles. De Corona-piste pendant le Corona. Voilà, mais aussi maintenant du coup des choses plus permanentes, c'est le principe du plan Good Move. La prochaine étape concerne les places de stationnement. Alors concrètement, ils vont supprimer 150 places de stationnement dans les rues et les remplacer par 1 millier d'emplacements de stationnement vélo. Vous voyez quand même le ratio, c'est pas mal. Really ? 150 places ? Ouais, l'objectif c'est de... Mais déjà 150 places, il y a des levées de boucliers. L'objectif c'est de reporter en fait ces places dans la rue, sur l'espace public, dans des parkings, pour que, en disant l'espace dans la rue il appartient à tout le monde. Avoir des véhicules qui sont stationnés en permanence, on en parlait, par rapport à notre propre véhicule. Voilà. Donc il s'agit de proposer bien sûr davantage de places de stationnement vélo, ce qui est absolument nécessaire parce qu'à Bruxelles, le nombre de cyclistes quotidiens a explosé et continue d'exploser. Mais il y a aussi un autre objectif derrière, c'est d'accroître la sécurité des piétons. En effet, la ministre de la Mobilité à Bruxelles a révélé que 46 personnes sont tuées ou gravement blessées à hauteur des passages piétons chaque année. Et par conséquent, l'objectif va être d'éliminer les places de stationnement à proximité des passages piétons. Donc pour ce faire, les règles communales ont été adaptées pour assurer une bonne visibilité mutuelle entre piétons et véhicules en mouvement. Il y a une règle qui a été mise en service pour dire qu'il faut rendre physiquement impossible le stationnement de voitures, camionnettes ou camions hors chaussée, 5 mètres en amont de passage pour piétons. Et du coup, les gestionnaires de voiries communales vont aussi mettre en place ces règles. Et tout ça n'est pas sans créer de tension, et c'est là où on arrive à l'anecdote, Guillaume, que tu mentionnais. Cette semaine, on a donc eu un drama, une levée de boucliers, parce que sur la place Flaget, qui est une des places à XL très connue, là où il y a un marché, il y a une friterie, c'est vraiment un espace de rencontre, il y a un endroit, 4 places de taxi, donc c'est une station taxi, forcément cette station taxi elle était
placé à proximité d'un des coins de la place et donc d'un passage piéton. Et du coup, ils ont fait ce qui est indiqué dans la règle, c'est-à-dire qu'ils ont condamné une des places de la file de taxi pour mettre du stationnement vélo. Et là, levée de bouclier, l'association ou la représentation professionnelle, l'organisation professionnelle des taxis de Bruxelles a fait tout un truc en disant qu'ils allaient eux-mêmes démonter les stationnements vélos, que c'était scandaleux, tout ça. Alors que, bon, globalement, nous, ça fait combien de temps, Guillaume, qu'on habite là ? Bientôt 8 ans. Et je n'ai jamais vu plus de 2 taxis en même temps stationnés sur ces places. Et encore, elle est souvent vide. Et il y en a parfois un, voire 2. Il y a plus de voitures qui ne sont pas des taxis qui se stationnent. Oui, non, exactement. Parce qu'en plus, c'est à proximité de la librairie, à proximité de la friterie. Donc il y a souvent des voitures qui se. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Donc finalement, il semble que les choses rentrent dans l'ordre parce que le gouvernement ou l'administration bruxelloise a décidé de leur donner une place un petit peu plus loin pour compléter. Mais quand même, on est un peu. C'est un peu bizarre. Après, je suis tout à fait conscient que si on veut réduire la place de la voiture individuelle, il faut avoir une panoplie de solutions, que ce soit les mobilités douces, que ce soit les transports en commun, mais aussi les taxis. Et donc, il faut aussi donner de la place aux taxis, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'était un peu absurde qu'il y ait une levée de bouclier aussi dramatique. Voilà. Mais bon, on est à Bruxelles. Voilà, ça nous a fait sourire, on s'est dit qu'on pouvait vous en parler. Et en tout cas, sur le principe, on trouve que c'est une très bonne idée, effectivement, de ne pas avoir des voitures garées à proximité des passages piétons, parce que quand on est piéton, on ne voit pas très bien la route, et on ne voit pas s'il y a des véhicules qui arrivent. Et puis à l'inverse, les conducteurs, ils ne nous voient pas aussi attendre. Et donc parfois, on est surpris au dernier moment de trouver des piétons. Et c'est là où il y a des situations dangereuses. Tout à fait. Merci Max. Voilà, c'est déjà la fin de ce 14e épisode de la saison 4 du coup, santé, sobriété. Si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. On en est déjà à plus de 4700 téléchargements de ce podcast, donc c'est quand même pas mal, et ça continue d'augmenter. On sait que vous prenez un peu votre temps parfois. J'allais dire, oui, on sait qu'il y en a qui vont écouter ce podcast dans 3 semaines. Voilà, vous allez être en décalage, quoi, les gars. On essaie de faire des sujets d'actu. Je suis pas sûr que ce soit encore brûlant. Enfin, s'il y en a certains qui vont rester, mais. Peut-être que d'ici là, l'Allemagne aura décidé de valider le truc. La guerre en Ukraine, malheureusement, voilà. Et puis les taxis et le stationnement, ça c'est. Ça fait des années que ça dure, ça va pas s'arrêter. Non, c'est vrai, vous avez le droit d'un peu de retard. En tout cas, on est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Et si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous. N'hésitez pas à nous mettre aussi une petite note ou un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou votre logiciel de podcast préféré, un like sur YouTube ou un commentaire ou un like sur Twitter et même un petit pouce bleu sur Facebook. Et surtout, partagez. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus pressés, etc. Alors, portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches colorées.